Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans cette session consacrée aux réalités virtuelles et réalités augmentées au sein des entreprises et de leurs activités supply chain. Donc, je suis Julia Dubois, je suis chef de projet au sein de l'association PASCA et ce matin, j'ai avec moi différentes personnes qui vont intervenir tout au long de cette session. Grégory Duvalet, qui est conseiller technologique chez Clarté. Bonjour Bonjour Julia. Grégory. Jean-Baptiste Bernicot, qui est directeur innovation du groupe IDEA. Bonjour à tous. Stéphane Derouet, qui est directeur de l'innovation chez Norgay. Bonjour à tous. Et Jean-Guillaume Leroux, qui est chef de projet Industrie du futur et responsable du site Technocampus Smart Factory. Bonjour. Alors, les activités supply chain aujourd'hui dans les entreprises sont en pleine transformation, notamment grâce à l'arrivée et au développement des nouvelles technologies. Et parmi elles, on trouve les technologies immersives, donc réalité virtuelle, réalité augmentée. Alors, il faut savoir aujourd'hui que le chiffre d'affaires dépensé en solutions sur cette technologie en France est le plus fort donc, dans les secteurs de l'industrie, du commerce de détail et dans les transports. Et au sein même des entreprises, en fait, la logistique fait partie du top 3 des départements qui portent le plus de projets en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Le chiffre d'affaires, enfin, le marché de ces solutions, il est prévu en croissance à plus de 85% entre les années 2017 et 2022. Donc, à quoi servent-elles ces nouvelles technologies immersives? Donc, c'est ce que nous allons voir ensemble avec les différentes interventions d'aujourd'hui. La région offre un certain nombre de possibilités pour travailler aussi sur ces sujets. Donc là encore, ce sera un point abordé lors de cette session. Alors, quelques éléments pratiques. La séance est enregistrée et vous aurez prochainement un email qui vous donnera le lien pour accéder au replay et aux différents supports. Vous avez un onglet chat. Si vous avez une difficulté technique, n'hésitez pas à l'utiliser. Et enfin, si vous souhaitez poser des questions, vous avez l'onglet donc en bas Q&R, questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions et on en abordera quelques-unes à la fin de cette séquence. Quelques mots sur le PASCA avant de passer la parole à Grégory. Donc, le PASCA, ça signifie Pôle Achat Supply Chain Atlantique. Nous sommes une association de 5 personnes. Nous sommes nos locaux sont sur Saint-Nazaire et nous accompagnons les entreprises du territoire dans leurs projets achats et supply chain. L'objectif, c'est par des actions d'amélioration au niveau des achats ou de la logistique, d'améliorer, de contribuer à l'amélioration de la compétitivité globale de l'entreprise. Donc, dans nos membres, nous avons des entreprises industrielles comme Airbus, Naval Group, le groupe IDEA également. Et puis, nous avons des écoles, des universités ou quelques apporteurs de solutions. Moi-même, au sein du PASCA, je porte un projet de création d'un site Technocampus dédié aux activités supply chain. Voilà pour les quelques mots sur le PASCA. Et je laisse maintenant la parole à Grégory qui va nous en dire plus sur ces nouvelles technologies immersives. Merci Julia. Alors, on va afficher la présentation. Tu le fais? Tu veux que je le partage l'écran, Grégory? Je veux bien. J'y vais. Comme ça, on aura une continuité. Hop, ok. Donc là, moi, je suis Grégory Duvalet. Donc, comme le disait Julia, je suis conseiller technologique en réalité augmentée et réalité virtuelle chez Clarté. Et donc, Clarté, c'est un centre de ressources technologiques. Les centres de ressources technologiques, il y en a 70 en France, il y en a 5 dans le numérique. Et l'idée de ces centres, c'est de pouvoir donner à des entreprises, des PME notamment, l'accès à de la R&D. Donc, nous, c'est un label de l'État. On est une association comme la PASCA et on fait de la prestation de R&D principalement.
Sur la slide suivante, on est basé à Laval, au Laval Virtual Center, et également à Saint-Nazaire, au Technocampus Smart Factory, qui est un technocampus dédié aux technologies immersives. Sur la slide suivante, on va voir que notre expertise a débuté dès 1996. Donc, en 1998, on démarre sur la réalité virtuelle. En 2008, sur la réalité augmentée. Et en 2018, sur l'intelligence artificielle hybridée avec les deux autres technologies. Voilà. Et donc, le cœur de notre activité, c'est de la preuve de concept, du test de faisabilité. Mais on accompagne les entreprises donc sur du conseil, sur du projet, mais également sur des études de benchmark, d'état de l'art, de comparatif des technologies, à la fois sur les softwares et sur le hardware. Et donc, nous n'avons pas de produit sur étagère, mais si un produit est commercialisable, on fait un transfert de technologie. Voilà. Donc, l'idée de cette présentation, c'est de clarifier tous les termes qu'on va retrouver quand on évoque les technologies immersives. On va parler de réalité virtuelle, on va parler de réalité augmentée, on va parler de réalité mixte, qui est une réalité augmentée, mais poussée à son paroxysme, à son maximum. On va parler de réalité étendue, c'est ce qui englobe, ou de XR, ce qui englobe toutes les technologies immersives. Et puis, on va parler également de photos, vidéos 360, qui sont des technologies immersives, mais beaucoup moins que la réalité virtuelle. En fait, il y a moins d'interactions, et c'est ce qu'on va expliquer par la suite. Donc, je vais commencer par définir la réalité virtuelle. Donc, on va s'attacher tout d'abord, principalement à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée. Donc, la réalité virtuelle, sur la slide suivante, la réalité virtuelle, merci Julia, on a recréé un univers grâce à l'informatique, soit en CAO dans un bureau d'études, soit avec une agence d'infographie pour le domaine du multimédia ou du jeu vidéo, du film. Et donc, l'idée, c'est d'avoir recréé un univers entièrement par informatique et de pouvoir donner à l'utilisateur la possibilité de se mouvoir dans les 6 degrés de liberté à l'intérieur, c'est-à-dire toutes les rotations et toutes les translations. Et puis, on va créer donc des interactions, soit mettre en action les autres sens, le sens olfactif, le toucher, la perception, le retour de force, soit on va également donner la possibilité de déclencher des actions, de pouvoir saisir des objets, les manipuler. Voilà, c'est ce qu'on veut dire quand on parle d'interaction. Donc, pour faire de la réalité virtuelle, si tu peux passer, Julia, à la slide suivante, on a 2 dispositifs pour faire de la réalité virtuelle. Julia, sur la slide suivante, s'il te plaît. Merci. On a 2 dispositifs, soit les salles immersives qu'on appelle Kev, un peu comme c'est une marque déposée comme les caddies, ou les casques. Donc, les salles immersives, ça va de 1 mur à 5-6 murs, le cas échéant. Au Technocampus, on a un Kev de 3 mètres par 3 mètres sur 5 faces avec 10 vidéoprojecteurs. Donc, idéalement, les vidéoprojecteurs se trouvent derrière les parois. Comme ça, on n'a pas l'ombre projetée. Et ce qui va être intéressant, c'est que comme au cinéma 3D, on a une image stéroscopique, c'est-à-dire qu'elle est dédoublée et qu'on va créer un effet de relief quand on va mettre les lunettes. Et on a une vue de l'utilisateur qui va être traquée et donc ajustée en temps réel. C'est-à-dire qu'il va pouvoir se déplacer dans tous les sens, se mouvoir, se lever, se baisser. Et en fait, la vue va être traquée par les petites lunettes qu'on a en bas là. Et il y a des marqueurs, des constellations qui vont être repérés par les caméras à balayage infrarouge et qui vont positionner en permanence au bon endroit la maquette par rapport à la vue de l'utilisateur. On a d'un autre côté les casques donc, qui sont apparus en 2015, les casques grand public. Il faut savoir que les casques, c'est dès les années 70 qui sont apparus, mais c'était vraiment restreint au domaine de la R&D. Et donc, pareil, on est relié à un casque, à un PC, à une carte graphique, et pareil, on est traqué par des caméras. Ça, c'était les premiers.
Donc, sur la slide suivante, on va voir l'ensemble de la famille qui constitue les casques de réalité virtuelle aujourd'hui. Donc, on a ceux qui ont un tracking de l'extérieur vers l'intérieur. Ce sont les premiers qui sont apparus, ce sont les plus précis justement. Sont apparus ensuite les casques avec un tracking de l'intérieur du casque vers l'extérieur, donc un peu moins précis, avec des caméras optiques qui vont repérer, voilà, et via un algorithme vont repérer les objets dans l'espace et vont nous ajuster la vue en fonction du déplacement. Et puis après, ensuite sont apparus les casques de haute résolution et enfin les casques autonomes qui n'ont plus besoin, eux, de PC pour fonctionner. Donc réduction des prix. C'est des casques qui sont aujourd'hui le casque Oculus Quest 2, le dernier apparu sur ce segment. Il est à 359 €. Sur la slide suivante, on va passer à la… voilà. Pour faire toutes ces expériences, on a besoin d'images 3D. Et donc, l'image 3D, soit c'est par la CAO dans les bureaux d'études, l'infographie, comme je le disais, de la captation via des nuages de points ou de la captation de l'environnement réel par de la photo ou de la vidéo 360. On va passer sur la slide suivante. Et donc, ça, c'est des exemples de cas d'usage qu'on peut rencontrer dans un kev. Et donc, on voit bien qu'il y a une image stéroscopique et on peut traquer entièrement une personne et positionner son avatar pour faire, par exemple, de l'évaluation ergonomique pour évaluer les troubles musculo-squelettiques d'un futur poste de travail. Donc, je vais passer à donc, ça, c'est des équipements qui permettent de faire des interactions en plus. Donc, principalement des contrôleurs qui vont permettre à l'utilisateur de saisir des objets, mais également, on va utiliser du son 360 ou des capteurs qui vont permettre de réaliser soit de l'haptique ou du retour de force. Donc, la réalité augmentée, à contrario, on est dans l'environnement réel. Et on va ajouter à cet environnement réel, donc l'environnement réel, c'est le chantier, l'usine, l'atelier, les bureaux, et on va rajouter une information complémentaire. Donc, on voit son environnement, son bureau, son atelier, et on rajoute une information. Cette information, ça peut être du texte, de l'image, du son, une image 2D, une image 3D et une image 3D avec de la cinématique, et c'est là où on va parler de réalité mixte. Donc, la réalité mixte, c'est de la réalité augmentée, mais poussée à son maximum. Donc, pour faire ce genre d'immersion, d'expérience immersive, on va avoir 3 dispositifs, soit les casques et les lunettes de réalité augmentée, au travers duquel l'utilisateur voit son environnement et vont être superposés via un prisme, une image, un hologramme qui va aider, assister l'utilisateur dans sa tâche. Ça peut être beaucoup plus simple via un écran de smartphone. Et on a la captation de la caméra. Et dès que la caméra détecte un objet qui va déclencher une action, par exemple une image 2D, il va positionner dans l'environnement réel de l'utilisateur une image 3D. Et après, on a un dernier dispositif qui est un vidéoprojecteur couplé à un PC. Et on va superposer l'image, par exemple, telle que conçue, à l'image construite. Et on va faire un différentiel. Le cas d'usage, c'est de faire du contrôle de qualité ou d'assister à une maintenance ou de former un opérateur. Voilà. Donc, on a différents types de tracking, donc de déclenchement d'action. Donc, soit via une image 2D, ça peut être un QR code, un code barre, ça peut être une image 3D comme on a là, ou couplé de l'intelligence artificielle, donc une base de données de photos et des données GPS. Et là, on a juste de l'intelligence artificielle. On a entraîné la machine à reconnaître des pieds et il va poser un modèle 3D de chaussures sur les pieds. Voilà. Et pour conclure, je suis dans les temps. Pour conclure, voici un peu les différents secteurs dans l'entreprise où on va rencontrer les technologies de réalité virtuelle et technologies immersives. Donc, on a la prévention des risques, la formation, on a de la réalité virtuelle plutôt sur casque, de la revue de conception de l'ergonomie plutôt en kev et en réalité virtuelle,
Tout ce qui va être assistance à la vente, commercial, showroom, événementiel, on est sur les 2 technologies. Tout ce qui va être contrôle qualité, fabrication, exploitation, donc sur le site, là, dès qu'on est sur le site, on est en réalité augmentée. La logistique, on est en réalité augmentée la plupart du temps, sauf pour de la formation en réalité virtuelle. Et la maintenance, on est en réalité augmentée parce qu'on va assister l'opérateur sur sa tâche, sur son lieu de travail. Voilà. Et donc, l'idée, là, c'était de vous faire une présentation générale et puis après, on va voir les cas d'usage spécifiques avec les intervenants en suivant. Merci beaucoup, Grégory, pour ces éléments. Jean-Baptiste, c'est à toi. Oui, bah bon, Je te laisse nous dire quelques mots sur le projet formation logistique réalité virtuelle qui a été mené chez IDEA et puis aussi sur les perspectives qu'il peut ouvrir sur ces technologies. Merci. Oui, bon, à nouveau, bonjour à tout le monde. Merci Grégory pour la pédagogie. Effectivement, nous, on va juste donner un exemple concret d'un cas d'usage qui a l'avantage de dater déjà un petit peu, puisque ça a été développé grâce à l'appui de Clarté et Pasca. Il faut le rappeler, c'est un projet qu'on a attaqué il y a 4 ans. C'est de la préhistoire, mais à une époque où justement, c'était un peu compliqué pour nous d'aborder ce genre de techno. Et évidemment, c'était avec Clarté et Pasca qu'on a réussi à démêler les fils pour arriver à un usage qui dure maintenant depuis 4 ans, sur lequel on a un peu de recul. Et l'objectif, c'est de vous parler très simplement de à quoi ça sert, ce qu'on en fait, et surtout, avec ce recul de 4 ans, les envies que ça donne à nos équipes et comment on se projette et les craintes qu'on peut encore ressentir sur ce domaine très techno. Donc, l'usage, c'est sur le site Airbus de Saint-Nazaire. IDEA, on lui a confié l'ensemble des manutentions lourdes, donc avec des tronçons d'avion, donc des produits à la fois volumineux, complexes et qui coûtent un petit peu d'argent. Et on est sur un effectif, on cumule une activité sur une centaine de personnes qui ont la responsabilité de ces manutentions. Donc, il y a des engins très spécifiques qu'on voit que sur ce type de site-là. Il y a des pratiques et des risques qui sont très variables en fonction des typologies d'avions, puisque comme tous les sites Airbus, on va à la fois faire du 320, du 350, de la 400M, des choses qui ne se présentent pas tous les jours. Et donc, l'enjeu pour nous, ça a été de dire comment on peut faire en sorte de se prévenir des risques de choc et accidents, sachant qu'en termes d'enjeux, pourquoi ça a été ciblé, vous imaginez que quand on percute dans une sortie d'unité de production un tronçon d'avion avec une porte, c'est à la fois des coûts pour le produit, c'est des coûts pour les infrastructures éventuellement, mais c'est aussi des impacts pour les sites clients comme Hambourg ou Toulouse qui sont désastreux. Donc, c'est un sujet sur lequel il nous fallait avancer très vite. Et donc, on a juste fait le parallèle entre des pilotes d'avion qui ont le droit de simuler plusieurs décollages et atterrissages avant de le faire en vrai, et de se dire, avec une population de 100 personnes, ça vaut le coup d'investir dans un simulateur de manutention lourde, de manière à ce que les opérateurs puissent appréhender les environnements, les cas spécifiques en fonction des différentes unités et des différentes typologies d'avions, et d'avoir le noyau dur de formation et éventuellement la capacité, dans un environnement immersif, à pouvoir faire la semaine avant la manutention à risque, de faire des répétitions dans le domaine virtuel. Donc, l'ambition était assez simple, la mise en œuvre un peu plus compliquée surtout à l'époque en termes de numérisation. Et donc, aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on utilise ces choses-là. On s'en sert à la fois pour des nouveaux arrivants, mais aussi pour des recyclages ou en anticipation de manutention qu'on sait être sensible. Donc, ça fonctionne, c'est utilisé en mobilité, c'est-à-dire dans nos bureaux ou n'importe où. On l'utilise aussi pour présenter nos métiers dans le cadre de salons autour des métiers, de nos beaux métiers de flux industriels. Et donc, aujourd'hui, on en est en termes d'envie, après ces 4 ans, on est confronté à un premier sujet, c'est qu'on a des difficultés aujourd'hui à envisager la mise à l'échelle, c'est-à-dire comment déployer très facilement ces solutions-là, imaginées il y a 4 ans sur d'autres sites d'exploitation. Le comment est à revisiter, puisqu'en 4 ans, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Donc là, nous, on a un sujet autour de la mise à l'échelle et le déploiement rapide sur d'autres sites industriels. Et là, les évolutions technologiques vont dans le bon sens. On a des enjeux pour tout ce qui accompagne nos opérateurs sur de la mobilité. Vous voyez que les sites sur lesquels on travaille, que ce soit Chantier Atlantique, General Electric, Naval Group, c'est des sites de grande dimension. Et donc, nous, on a un enjeu autour de la réalité augmentée pour qu'en plus de leur vision, ils aient des éléments enrichis de documents techniques, d'éléments de contrôle à avoir en tête, de checklist avant de faire des opérations à risque. Donc ça, c'est un enjeu intéressant. Aussi en mobilité, d'avoir le soutien d'un expert ou d'un manager notamment pour les opérateurs qui débutent leur aventure chez IDEA, dès qu'ils ont un doute, d'avoir la possibilité très simple de pouvoir appeler un ami, un soutien sur une situation qui est floue et qui est dangereuse.
On a aussi, en termes de fonctions attendues dans cet univers de réalité virtuelle, réalité augmentée, on a nos fonctions de qualité, tout ce qui est contrôle de pièces, savoir la conformité sur des environnements assez technologiques avec des diversités très fortes de pièces. Comment faciliter et enlever de la pression à nos opérateurs pour pouvoir aborder sur un bon rythme les contrôles qualité à faire. Et ça, la réalité augmentée, on pense que ça peut aider. Et puis, on a aussi toutes nos activités d'ingénierie où on conçoit des moyens, des chariots, et donc de pouvoir valider des conditions d'ergonomie ou des conditions de manipulation de certains produits sensibles pour lesquels il faut éviter les chocs et puis éviter aussi la pénibilité pour nos opérateurs ou celle de nos clients. On pense qu'il y a désormais à rentrer de passer la seconde, on va dire, pour déployer beaucoup plus vite ces choses-là. Et puis, il y a aussi demain des enjeux autour du marketing et de l'assistance à la vente, de pouvoir projeter à nos clients l'implantation qu'on imagine dans leur magasin futur dans une organisation by IDEA, entre guillemets. C'est des éléments qui, demain, vont rentrer dans les mains dans le processus de démarche commerciale, nous n'en doutons pas. Les craintes que nous adressons aujourd'hui, ça concerne la partie confort de ce type de device, de produits à porter sur soi, et puis tout ce qui est pression mentale que ça peut générer, un confort ou stress. Et donc ça, c'est des sujets qu'on a déjà abordés dans le cadre de la robotisation et qu'on va devoir aborder dans le cadre de cette technologie-là. Mais j'en finis là et je laisse surtout la parole aux vrais pédagogues. Et je me tiens à votre disposition pour les questions-réponses. Merci. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour cet éclairage et cet exemple. Stéphane, je vous laisse maintenant compléter sur les cas d'application possibles ou les difficultés éventuelles rencontrées sur ce type de projet en technologie. Merci. Ok, très bien, merci. Donc, je me représente. Bonjour à tous déjà. Donc, Stéphane Derouet, je suis directeur d'innovation chez Norgay. Donc, Norgay, on est une société du service numérique française de 350 personnes. Je mets 2-3 trucs sur le slide après, Julia, s'il te plaît. Voilà, 350 personnes et on a une activité, on va dire, très forte autour de l'innovation face à la taille de notre entreprise. Aujourd'hui, on a une BU dédiée et on consacre aux alentours de 8% de notre activité sur de l'innovation et orientée innovation. Donc là-dessus, on a travaillé. Un des sujets forts de l'innovation chez nous, c'est la réalité augmentée sur laquelle on travaille depuis plusieurs années. Et on s'est mis dans une configuration, on va dire, assez spécifique par rapport à la réalité augmentée pour répondre justement à un certain nombre d'interrogations que Jean-Baptiste pouvait lever. Et puis, donc, se mettre aussi, comme a pu l'expliquer aussi Grégory, dans un univers, on va dire, le plus opérationnel et le plus industriel. On ne s'est pas du tout positionné sur la partie R&D, où Clarté le fait très très bien justement. On s'est positionné justement pour se mettre dans des situations vraiment très industrielles là-dessus. Donc on a travaillé dans un premier temps à trouver justement des partenariats dans le monde de l'industrie ou dans le monde scolaire, on va dire. Donc avec Dimomen, qui est un éditeur de logiciels de gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Je viendrai là-dessus. On s'est mis en partenariat aussi avec l'IUT de Saint-Nazaire pour rester dans l'écosystème local, pour travailler justement autour de la maintenance aussi, et puis voir quelles étaient avec des étudiants les idées et les axes d'amélioration qu'on pouvait avoir autour de la réalité augmentée et travailler quelques cas d'usage avec eux. Et on s'est rendu compte aussi que toute cette information-là, on avait besoin autour de la réalité augmentée aussi de la sécuriser. Donc, on a créé un partenariat aussi avec Monuma, qui sont experts dans la partie blockchain. Donc ça, c'est pour vous peindre un petit peu le tableau. Et nous, la réalité augmentée, on la voit
comme quelque chose de simple, accessible et efficace. C'est vraiment les 3 mots pour moi qui sont vraiment importants pour répondre justement à des interrogations de facilité d'utilisation, de pouvoir se positionner dans un environnement industriel, avoir de la réalité augmentée qui va venir nous aider ponctuellement. On va pas être en permanence dans la réalité augmentée. Donc voilà, il y a ce côté simpliste, enfin pas simpliste, mais simple d'utilisation. Accessible par tout le monde et facile, qu'on puisse avoir de la mobilité. Donc ça, c'est un point super important. Et un axe sur lequel on a vraiment appuyé aussi, c'est le côté main libre, c'est-à-dire avoir de la réalité augmentée, comme le disait Grégory, on peut le faire sur smartphone, pardon. Donc ça, c'est très bien. Mais les lunettes vont nous apporter le côté, on va pouvoir faire des manipulations et faire un certain nombre de choses en plus, quoi. Parce que une paire de lunettes à réalité augmentée, ça a des fonctionnalités, on va dire, très, très similaires à un mobile. Donc, le Delta, il est vraiment une prolongation de l'activité mobile d'un GSM, enfin d'un smartphone plutôt, parce que GSM, c'est old school, d'un smartphone, mais avec justement les mains libres. Donc, on a fait le choix, nous, pas de travailler que avec Epson, mais nous sommes partenaires privilégiés Epson et on est certifié développeur Epson, parce qu'ils ont du matériel qui est plutôt, qui s'adapte, on va dire, plutôt bien à tous les éléments que j'ai mis en avant. Voilà, c'est simple, c'est des coûts relativement abordables. Ils ont une expérience depuis quasiment 10 ans dans cette activité de réalité augmentée. D'ailleurs, ils viennent de sortir un nouveau modèle il y a 5 jours. On est sur du matériel robuste, léger, etc. Donc, ça répond à un certain nombre de critères aussi d'utilisation en entreprise. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? On embarque de l'Android sur les lunettes ou alors on vient les connecter directement sur un smartphone et ça va nous permettre donc de travailler en mode connecté, en mode déconnecté parce qu'on va embarquer de l'intelligence sur les lunettes. Et nous, les travaux qu'on a réalisés, c'est pour justement garder les mains libres, avoir un contrôle vocal sur l'ensemble de l'application. Ou alors, si on est dans des conditions un petit peu spécifiques de bruit important, on va pouvoir, tout en gardant les mains libres, piloter les lunettes par des mouvements de la tête en utilisant le gyroscope des lunettes. Donc, on a développé des algorithmes spécifiques par rapport à ça. Je reviens aussi sur ce que disait Jean-Baptiste, un point important autour de la qualité, de la traçabilité, etc. Donc, ce que on a gardé aussi en tête, nous, par rapport à la réalité augmentée, c'est garder, voilà, on va se connecter à un système d'information pour avoir de l'information qui va descendre du système de l'entreprise. On va tracer toutes les activités que l'on va réaliser au travers de la réalité augmentée. Et après, ces activités-là, on va les remonter dans le système d'information. Et un côté aussi important pour nous, c'est le côté zéro papier. Donc, on est sur une activité, on va dire, très digitale, très numérisée, quoi. Un point important aussi, effectivement, l'autonomie. Ça, c'est des points que Grégory n'a pas forcément abordé tout à l'heure, sur la réalité augmentée, sur les casques, etc., sur tout ce qui est mobile. Je ne parle pas de Kev ou autre, mais sur tout ce qui est mobile, en général, l'autonomie, si on a beaucoup de performance, l'autonomie va être plutôt faible et vice-versa. Le choix qu'a fait Epson et que je trouve plutôt intéressant aussi pour la partie entreprise, c'est qu'ils ont ils ont fait un mix des deux, c'est-à-dire qu'ils ont une autonomie qui est plutôt importante. On est de 5 à 6 heures d'autonomie sur leurs lunettes, contrairement à d'autres types de lunettes où on va plutôt être 2 à 3 heures en fonction du type d'utilisation. Par contre, ça va être des choses qui vont être plutôt un peu plus pointues. On va passer sur le slide suivant où, pour notre part, on a travaillé, j'ai une petite mouche là, pardon. On a travaillé donc sur une solution qui est le nouvel assistant de mobilité interactif, donc ce qu'on appelle NAMI chez nous, pour avoir un cas d'usage, on va dire, assez générique et qui peut s'adapter à bon nombre de situations que l'on verra après.
Donc, l'idée, c'est au travers de la réalité augmentée, d'avoir un suivi d'actions guidées, c'est-à-dire qu'on va avoir des checklists, on va avoir un certain nombre d'informations, donc voilà, sous forme de checklists, sous forme de textes, de vidéos et autres, et qui vont nous aider à réaliser une opération, une tâche spécifique. Et cette tâche-là, on va pouvoir la taguer et faire du contrôle qualité là-dessus. Donc, je vais vous décrire le petit schéma. Donc, on va partir de la partie usine où, sur le cas d'usage, on vient se connecter donc, au système d'information via un certain nombre d'interfaces, web services, microservices et autres. On vient nous ajouter en réalité augmentée. Donc, on est connecté, c'est un outil mobile, hein, c'est ce que représente la sphère. On vient ajouter une checklist qui va donner étape par étape l'ensemble des instructions ou des réalisations à effectuer. Sur chacune de ces étapes, on va avoir une aide média ou textuelle qui va venir s'ajouter dans les lunettes pour pouvoir justement aider l'opérateur à réaliser sa tâche. Après, je vais passer directement en bas à gauche où justement on va sur chacune des tâches pouvoir faire un rapport. Donc, soit ça va être un rapport très simpliste où on va dire que l'on a réalisé la tâche, que l'on n'a pas pu réaliser la tâche, ou alors que la tâche est KO. Ou alors, en plus, on peut rajouter du rapport enregistré en mode oral que l'on va faire passer après sur du speech to text pour pouvoir le remonter dans le système d'information. Et donc, toute cette information-là, tout ce cycle de vie, on va venir le sécuriser au travers de la blockchain en fonction du type d'information que l'on a. On n'est pas obligé de passer par la blockchain, mais en fonction du type d'opération que l'on a pour être sûr que l'ensemble des informations récoltées ne sont pas après transformées, bougées, etc. pour pouvoir avoir des preuves irréfutables jusqu'à des preuves qui peuvent être opposables devant un tribunal. Donc, on a vraiment toute cette boucle-là. Et au travers de cette boucle-là, pour répondre aussi à une interrogation de Jean-Baptiste tout à l'heure, en étant connecté, Stéphane, je me permets juste de dire au niveau timing, du coup, 2 minutes encore, ça va aller? D'accord, ok, ben, je vais aller vite alors. On va pouvoir lancer une visioconférence et pouvoir faire appel à un ami ou un expert qui va pouvoir nous guider dans nos tâches si on a des interrogations ou si on est vraiment dans un cas spécifique. Donc, voilà les éléments que je voulais donner par rapport à ce cas générique. Donc, on peut passer au slide suivant. Donc là, ces cas d'usage-là, ce cas d'usage générique, aujourd'hui, nous, on sait le décliner et on le décline en partenariat avec différentes entreprises dans différents axes. Par exemple, l'aide au picking. On va avoir une commande qui va être réalisée et l'opérateur va réaliser toute sa commande et va valider au fil du temps l'ensemble des éléments qu'il met dans sa commande. En plus, il va être dirigé dans un entrepôt. Donc, un petit point spécifique aussi, on fait du déplacement dans des entrepôts sans avoir de position GPS. Donc, on vient se déplacer dans l'entrepôt et positionner les personnes dans l'entrepôt pour justement aller chercher la bonne pièce au bon endroit. Donc ça, il y a cette partie aide au picking qui est plutôt très intéressante et qui va permettre d'avoir un ROI plutôt intéressant. Comme le disait aussi Jean-Baptiste, sur la partie aide au packaging, on est donc dans le transport. On va avoir des pièces très spécifiques qui vont nécessiter, on va dire, un emballage spécifique et une procédure d'emballage qui va être très spécifique. Donc là, on va pouvoir aider via de la réalité augmentée et passer sur chacune de ces étapes. Donc, aider l'opérateur à faire son emballage et à valider via soit du reporting, soit de la prise de photo aussi, que toutes les étapes ont bien été réalisées. Donc ça, après, le transport s'effectue. Au déballage, on vient faire exactement la même chose et ça permet aussi
de valider au travers de la blockchain que toutes les opérations ont bien été réalisées et de savoir exactement s'il y a un problème lors du transport, lors de l'emballage, du déballage, où la problématique a été rencontrée et avec les pièces opposables devant un tribunal, s'il y a besoin d'aller jusque-là, effectivement, on va pouvoir avoir toutes ces informations-là qui sont remontées dans le système d'information pour de la traçabilité. Aide à la maintenance, on est aussi dans le même type d'activité où là, un personnel va aller faire de la maintenance préventive ou curative sur du matériel. Il va être, s'il ne connaît pas bien le matériel, s'il n'a pas toutes les infos, il va pouvoir scanner le matériel ou rentrer des informations sur le matériel et toute l'information, les plans de montage, démontage, etc. vont pouvoir s'afficher. On va avoir une aide type guide utilisateur, qui va être amené justement vers l'opérateur. Et si l'opérateur se trouve dans un cas spécifique, il va pouvoir être aidé par un expert distant. Donc ça, c'est aussi une fonctionnalité plutôt très importante. Il va falloir qu'on passe à la suite, Stéphane, si on veut garder un tout petit peu de temps pour la partie questions et réponses. Tout à fait. Formation. Je vous laisse le mot de la fin. Voilà. Ouais, formation, on est dans le même style, juste sur les freins, parce que ça, c'est très important quand même. Juste après, on a vraiment une problématique autour de la mise à jour de la data, c'est-à-dire qu'on est sur des process différents. Donc, il faut vraiment que la data en entreprise soit mise en conformité par rapport à une utilisation de la réalité augmentée. Donc là, il y a un investissement qui est en général assez important. Il faut faire attention au matériel, qu'on soit sur du matériel pas que de labo, mais du matériel industriel. On a des problématiques si on fait appel à un ami, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, autour du réseau et de la connexion réseau. Ça, c'est des choses qui sont très importantes aussi. Et Jean-Baptiste en a parlé, on a toujours une résistance au changement par rapport à ces utilisations-là. Mais bon, c'est du matériel. Après, c'est un choix de matériel, c'est un accompagnement fort qu'il faut réaliser là-dessus. Et ça, c'est des points forts. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me recontacter, puisque j'ai encore plein de choses à dire, comme vous avez pu le constater. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Jean-Guillaume, je te laisse présenter du coup le site Technocampus et puis l'offre régionale sur ces technologies immersives. Merci, Julia. Donc, Jean-Guillaume Leroux, je suis responsable du Technocampus Smart Factory, donc basé à Montoire de Bretagne. Je travaille à Solutions & Co sur des problématiques, donc des sujets d'industrie du futur de manière plus générale. Alors, quelques mots sur le Technocampus Smart Factory. Alors, le Technocampus Smart Factory, donc, c'est une plateforme de recherche collaborative dédiée aux technologies immersives qui a été créée en 2014, qui est gérée par Solutions & Co, donc l'agence de développement économique régionale, et qui est co-animée donc, par Solutions & Co et Clarté. Nous offrons en fait aux entreprises donc, de toute filière des séances ultra immersives dans des salles dédiées, donc avec des équipements de pointe, puisque nous avons un cave 5 phases, donc comme l'a présenté Grégory, donc c'est une pièce donc, avec des écrans stéréoscopiques, donc 5 écrans stéréoscopiques qui permet un travail en immersion totale propice notamment au travail collaboratif. Nous avons également 2 CAD walls et une salle avec des casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Slide suivante, s'il te plaît, Julien. Donc, alors, pourquoi utiliser les technologies de RA et RV, et donc pourquoi venir au TCSF utiliser donc, les équipements que nous disposons? La première raison, c'est que les technologies immersives donc, permettent d'éviter le recours à des maquettes physiques donc, qui sont coûteuses et non évolutives. Donc, voilà, on vient travailler sur des modèles virtuels, donc, ce qui est une première source quand même d'économie en phase de recherche et de développement. Donc, on utilise aussi les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour anticiper les défauts de conception et en amont des travaux donc, de conception pour lever un certain nombre d'incertitudes, pour également optimiser les opérations de maintenance et puis mieux former les collaborateurs grâce à une mise en situation virtuelle, donc, notamment dans l'apprentissage de nouveaux process, voilà, pour monter en compétences sur le plan technique.
Slide suivante, s'il te plaît, Julia. Alors, nos utilisateurs viennent essentiellement donc, des filières énergie renouvelable, bâtiment, naval, aéronautique, dans le domaine de l'architecture aussi également. Là, vous avez donc un certain nombre de nos utilisateurs. Donc, on retrouve Airbus, les chantiers, Total, Somfy, le groupe IDEA, et puis aussi donc, Clarté, l'IRT Jules Verne ou le CEA Tech, et également des utilisateurs institutionnels. Rapidement, pour compléter aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le Technocampus Smart Factory s'inscrit dans le cadre d'un réseau de technocampus qui intervient sur des domaines complémentaires, connexes, sur la robotique, sur l'IoT, sur les composites également, sur d'autres secteurs d'activité tels que l'alimentation ou l'industrie maritime du futur. L'effet réseau permet à une entreprise qui frappe à la porte d'un technocampus, par exemple Smart Factory, de pouvoir bénéficier de l'accompagnement technologique de l'ensemble des composantes du réseau. Voilà, si une entreprise a une problématique sur la réalité virtuelle et également une problématique sur la robotique ou sur l'électronique IoT, donc les technocampus vont traiter l'ensemble des besoins de l'entreprise. On travaille vraiment en synergie. Voilà, alors sur cette dernière slide, juste pour vous rappeler qu'il existe des aides en région donc pour vous accompagner donc, dans vos investissements numériques. Là, je vous en présente rapidement, vous pourrez avoir plus d'informations en me contactant par la suite 3. La première, donc, c'est Pays de la Loire Conseil, donc, qui va venir cofinancer donc, le recours à une expertise externe donc, pour la mise en place d'outils de process interne, le recours à des solutions immersives, la définition d'un cahier des charges. Vous voyez sur cette slide donc, le montant de l'aide financière, donc entre 3 et 15K. La seconde aide, donc, c'est Pays de la Loire Investissement Numérique, donc, qui est destinée à vous aider donc, dans l'acquisition de nouveaux outils numériques pour gagner en compétitivité. Donc là, c'est une aide sous forme de subvention à hauteur de 50% des dépenses éligibles, allant de 5K donc, à 15 kg. Et enfin, une aide donc, plus destinée aux entreprises qui sont déjà plus avancées dans la démarche de transformation digitale, qui est l'appel à manifestation d'intérêt Industrie du futur, donc vraiment pour venir financer donc, une transition numérique avancée ou ciblée qui va intervenir sur 3 volets. Un premier volet, diagnostic, étude de faisabilité, donc avec une aide donc, qui va être comprise entre… donc, voilà, dont vous voyez le montant d'intervention, donc une subvention de 50K. Pardon, Julien. Ouais, une subvention de 50K, donc de 50%, pardon, pour un montant donc, entre 4K et 23K. Le volet 2 qui va concerner l'intégration et les tests, donc qui va être sous forme de prêt à taux zéro pour un minimum de 10K, un maximum de 40K. Et enfin, donc, le volet déploiement, donc il y a un mix subvention-prêt. Donc, une partie subvention couplée à une partie prêt. Voilà pour ma part, je laisse Julia conclure. Juste peut-être sur la slide suivante, donc vous avez mes coordonnées, vous avez également les coordonnées de Ségolène Huss, donc qui est responsable de développement. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les activités et l'accompagnement qu'on propose au TCSF et plus d'informations sur ces aides régionales pour vous accompagner dans vos investissements numériques, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, merci Jean-Guillaume. Alors, je vais arrêter. Hop, peut-être. Voilà, ça. Alors, quelques questions. Merci à tous pour ces éléments. On peut prendre quelques questions avant de se quitter. Alors, j'ai vu que certaines avaient été répondues par écrit en direct, donc n'hésitez pas à aller voir aussi les réponses. Et puis, je vais donc relayer une question qui a été posée pour IDEA et Jean-Baptiste souhaite y répondre. Donc, il peut être coûteux et inutile de tout transcrire en réalité virtuelle. Comment identifiez-vous les tâches qui méritent d'être simulées en réalité virtuelle?
Jean-Baptiste, il faut juste que tu allumes ton micro. Vous voyez? Parfait. Bon. Oui, donc désolé, j'aurais voulu répondre par écrit, mais j'ai fait une fausse manip. Donc en fait, oui, cibler l'endroit où ça, entre guillemets, ça vaut le coup, ça vaut la dépense et ça vaut l'énergie de mise en œuvre, c'est un petit peu notre enjeu dans les prochains mois, c'est de pouvoir le déployer plus facilement. Là, en l'occurrence, on avait une centaine d'opérateurs clients. Donc là, quand on a une masse d'opérateurs qui est derrière va être utilisateur d'une solution comme ça, l'investissement dans la numérisation et l'ingénierie de formation ou de mise en situation opérationnelle, ça vaut le coup. Maintenant, il y a aussi donc, il y a ce levier de plutôt chercher des populations importantes. Et après, il y a le fait de baisser un petit peu le niveau d'exigence dans le côté représentatif de l'univers, quand on veut surtout mettre en avant, par exemple, des situations à risque ou autres, où on peut imaginer, par exemple, nous, on a 52 sites chez IDEA, sur des formations de sécurité par rapport à des métiers de pontier ou autres, de décrire une situation à risque d'un pontier ou d'écrire une situation à risque d'un chauffeur routier en convoi exceptionnel. On pense qu'il y a, ça va valoir le coup à l'échelle d'une entreprise comme nous, même si on n'est pas représentatif d'un site industriel, mais plutôt adapté à un environnement professionnel d'avancer sur ce sujet-là. Mais vous avez raison, cibler le premier sujet demande d'avoir un bon effet amortissement pour un public large. Merci Jean-Baptiste. Stéphane, une question pour Norgay. Souvent, le système est prévu pour descendre ou relayer, je pense, des informations en réalité augmentée. Un tel système pourrait-il être réversible? L'opérateur pourrait nourrir le système par des prises d'informations sur site. Ouais, ok. Je vais répondre à ça. Je mets juste un petit complément à ce que disait Jean-Baptiste. C'est que effectivement, alors il y a un côté masse, mais des fois on a aussi des opérations qui sont très coûteuses de manière unitaire. Et nous, on le voit avec certains clients, coûteuses de manière unitaire et assez répétitives. Et là aussi, on a des axes qui sont très forts là-dessus, quoi. Et qui sont des opérations des fois très très simples en plus. Ok, donc là sur la partie système, donc ce que je disais effectivement tout à l'heure, c'est qu'on on se connecte effectivement au système d'information en information descendante, donc on vient faire de l'affichage au niveau réalité augmentée. Par contre, tout ce qui est remontée d'informations, on va venir, nous, par rapport à la démarche que l'on a, tout ce que l'on tag en termes d'information, on va le remonter au système d'information aussi en termes de contrôle qualité. Et on va pouvoir aussi, au travers de la réalité augmentée, parce qu'il y a des casques, micros, etc., on va pouvoir enregistrer de l'information, faire de la prise de photos, préparer, on va dire, un compte-rendu aussi directement quand on fait l'opération ou quand on vient de finir l'opération. Et tout ça, après, toutes ces informations-là, on les repousse dans le système d'information. Donc, même si on est non connecté à un instant T au moment où on fait l'opération, une fois que l'on va se rapprocher, entre guillemets, de la borne Wi-Fi qui va bien, on va venir connecter le système au système d'information et on va remonter et archiver toutes ces informations-là. Quand je dis archiver, c'est aussi alimenter le système pour que le coup d'après, donc route naming, amélioration, pour que le coup d'après, quand il y a une intervention sur le même type de machine, la personne puisse, l'opérateur du moment puisse récupérer aussi les informations qui ont été collectées au préalable. Donc, ça rejoint aussi ce que je disais dans le processus, on va dire, qui est porté par la réalité augmentée, où il y a aussi un certain nombre de choses à repenser au travers de ça. Mais techniquement, technologiquement, ça se fait et il n'y a aucun souci là-dessus. J'espère avoir répondu à la question. Merci Stéphane. Alors, une autre question qui est posée pour Stéphane, mais bon, c'est vrai que, comme tout à l'heure, hein, si les autres intervenants veulent compléter, surtout, n'hésitez pas. Alors, une question, donc je la lis, mix technique, mais aussi mix dans le déroulement d'une journée de travail avec la vraie vie. Alors, bon, moi, j'aurais tendance à comprendre la question en disant, effectivement, dans une journée type de 7 heures, il y a des moments où j'ai des outils de réalité virtuelle augmentée, d'autres où j'en ai pas. Voilà. Comment on passe d'une phase ou d'une étape à l'autre?
Alors là-dessus, je pense que Grégory aura sûrement des choses à rajouter après. Ouais. Et c'est un petit peu aussi ce que je voulais dire par rapport à matériel de labo. C'est-à-dire qu'on a du matériel aujourd'hui qui peut être très performant, je pense à HoloLens, hein, qui peut être très performant, mais qui est plutôt encombrant, qui est plutôt fragile, etc. Et c'est du matériel qu'on va si on l'utilise, on va l'utiliser d'un bloc, on va le garder pendant un certain moment et puis après, on va le poser. Mais ça va pas, on va avoir une facilité de passage de l'un à l'autre qui va être potentiellement un petit peu moins bon, on va dire, que. Enfin, alors, j'avais les lunettes ici. Chez Epson, par exemple, on va prendre du matériel comme ça et on va pouvoir avoir les lunettes, les avoir à côté. On en a besoin pendant 10 minutes pour faire certaines activités et autres. On va les poser, on les reprend, on les enlève, on vient se connecter, etc. Donc, il est clair que travailler avec des lunettes à réalité augmentée toute la journée, c'est pas possible. On a des retours par rapport à des CHSCT, par exemple, de grandes entreprises où ils sont sur du matériel HoloLens, par exemple. Enfin, je prends ces deux matériels-là entre HoloLens et Epson, où il y a vraiment un gros delta en termes de poids. On est quasiment 3 fois moins lourd avec ce type de matériel-là, même s'il y a du travail sur tout ce qui est équilibre, etc. Enfin, voilà. Donc, il faut effectivement trouver, ma réponse, c'est trouver le bon matériel au bon usage, mais de toute manière, on n'utilise pas le matériel 100% du temps dans la journée. Ouais. Pour compléter ce que disait Stéphane, c'est clair qu'un HoloLens, c'est 650 grammes. 650 grammes, et puis même, hein, si l'opérateur ne veut pas le porter, on n'y peut rien. Là. Et tu l'as dit aussi auparavant, hein, c'est 2 heures de charge. Donc ça, on n'y peut rien non plus. Hein. La batterie, on ne pourra pas aller au-delà. Donc ça étant dit, sur la réalité augmentée, c'est clair qu'il faudra s'adapter à chaque fois en fonction des besoins de l'entreprise. Et l'idée, c'est d'y répondre et pas d'essayer de pousser absolument un test de R&D. L'idée, c'est si les opérateurs ont besoin d'embarquer un système main libre et qu'on puisse utiliser plus de 10 minutes, 20 minutes, eh ben, il faut s'adapter à ce cas d'usage. Et puis, pour compléter aussi sur le cas d'utilisation en réalité virtuelle, un casque, pareil, un casque de réalité virtuelle, hein, finalement, on a des écrans qui sont devant les yeux. Donc, il y a une fatigue oculaire qui est indéniable, qui est constatée à la fois par les études scientifiques, par le Conseil de l'ordre des ophtalmos. Donc, 20 minutes, c'est très bien pour une formation, pour une visite. On n'ira pas au-delà avec un casque. Alors, évidemment, on peut jouer, mais en termes d'apprentissage, 20 minutes, c'est très bien pour une application. Après, ça dépendra du type de… C'est ce que j'ai évoqué dans une autre réponse là, pendant les questions-réponses. Ça dépend des matériels. Un kev, on peut passer 12 heures tranquille à travailler sur une maquette. On n'aura pas de fatigue oculaire. Tout simplement parce que le dispositif ne fatigue pas. Les écrans, c'est des écrans projetés. Et ça, on peut le faire aussi en réalité augmentée. On peut projeter, je l'ai dit, des équipements. Mais ça dépendra du cas d'usage. Là, encore une fois, on est dans un cas d'usage, par exemple, où la table, elle est fixe, le poste, il est fixe. Et du coup, on a un vidéoprojecteur qui sera fixe ou qu'on peut déplacer, mais sur certains types de manipulations. Typiquement, vidéo projetée sur une carlingue d'avion, les endroits où on ne doit pas poser les rivets. Bah, ça, oui, voilà, c'est possible. Mais par contre, si on doit afficher sur un écran de réalité augmentée une vidéo pendant que la personne est en train de manœuvrer une vanne, eh ben, ce n'est pas du tout le même cas d'usage. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, il va falloir s'adapter en fonction du besoin. Merci. Il va maintenant être l'heure de nous quitter. Alors, bien évidemment, il y a d'autres questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre en direct. Nous vous ferons un retour et puis n'hésitez pas à contacter également les différents participants si vous souhaitez approfondir les échanges. Merci, merci à tous. J'espère que vous en savez un peu plus, que vous avez été éclairés sur les possibilités et les cas d'usage des technologies immersives au sein des activités logistiques. Nous vous proposons un événement en présentiel
sur le mois de février, en espérant que ce soit possible, peut-être pour que vous puissiez, si vous avez envie de continuer à découvrir cette thématique, toucher ou essayer des choses. Donc, on reviendra vers vous et on ne manquera pas de vous communiquer une date dès que ce sera possible. Vous recevrez également, donc, comme déjà dit au début de la présentation, les accès pour accéder au replay et aux différents supports qui ont été présentés. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Merci encore à tous. Et j'en profite aussi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. À bientôt.